Bonjour chers amis, merci d'être de retour sur ma chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir de partager mes connaissances avec vous et surtout avec ma team. Je ramène un peu les invités vraiment qui nous apporteront un plus dans notre connaissance. Donc sur cette chaîne, nous parlons de carrière qui est vraiment un thème que j'affectionne beaucoup, également d'immigration. Et ce matin ou ce jour, nous sommes en compagnie de mon très cher ami André Gondé et on se propose de vous parler des carrières qui tournent, ou plutôt des opportunités, des débouchés qui tournent autour du droit du numérique. Alors, c'est vraiment quelque chose de nouveau, d'après ce qu'il m'a dit, et j'aimerais bien qu'il nous élucide à propos. Bonjour André, comment tu vas? Bonjour Daniel, je vais bien. Et toi? Très, très bien. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et c'est un très grand plaisir de découvrir ces nouvelles carrières dont tu nous parles parce qu'aujourd'hui, bon, c'est sûr que c'est pas forcément avec seulement avec Internet, mais je dirais qu'avec le boom qui tourne autour d'Internet, c'est vraiment quelque chose qui pourrait intéresser la génération future. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, je partage le même avis que toi. Je pense que le droit du numérique, c'est un domaine qui va vraiment prendre un domaine vraiment très, très vaste, qui aura beaucoup de débouchés par la suite et beaucoup d'opportunités vont Mhm. naître avec, comme tu l'as dit, le boom d'Internet et avec des innovations qui sont de plus en plus grandissantes et même des fois hallucinantes. Je pense notamment à cette innovation comme le métaverse, avec il y aura beaucoup d'opportunités dans tous les secteurs, l'informatique et du droit aussi, avec Mhm. le développement d'Internet. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Quelles sont les études que tu as faites pour te retrouver dans ce domaine-là? Alors, j'ai tout d'abord fait une licence générale en droit, qui Mhm. m'a permis d'avoir des connaissances très variées dans différents domaines du droit. Par la suite, j'ai opté pour un master 1 en droit des affaires, qui est un master de droit privé, ce qui m'a permis d'aboutir à un master 2 en droit des activités numériques, du numérique notamment comme tu en parlais, qui aussi était un moyen pour moi d'aboutir à la spécialisation que je fais aujourd'hui, qui est la protection des données personnelles. Ok. Et pourquoi pas le droit public? Pourquoi? Est-ce que si quelqu'un fait le droit public, genre peut-être il s'est rendu compte que c'était peut-être pas ça qu'il voulait et après il veut se convertir en protection des données, est-ce qu'il y a toujours de l'espoir pour lui s'il a fait du droit public? Oui, justement, c'est ça la particularité du métier de la protection, du métier du droit, de la protection des données personnelles, c'est qu'il est ouvert à tous les domaines. Que tu viennes du droit public, que tu viennes du secteur du droit public, droit privé, que tu viennes même, je vais aller plus loin, que tu sois même RH ou alors informaticien, le droit de la protection des données personnelles est ouvert à tout le monde. Ok, parfait. Et alors, quelles sont les raisons de ton choix et comment est-ce que tu t'es retrouvé dans ce domaine? Est-ce qu'avant de partir en France, je voulais dire de quitter le Cameroun, est-ce que tu avais déjà entendu parler de ça? Alors, je n'avais pas encore entendu parler de ça. Quand je quittais le Cameroun, j'avais une ambition, c'était de devenir informaticien, ça, tu le sais certainement. Et avec la force des choses, ça s'est pas produit. Mais j'avais déjà une expérience en droit, j'avais déjà une carrière, bon, j'avais déjà une appétence pour le droit aussi, puisque j'ai fait du droit par la suite. Et un jour, lors d'un dîner avec des oncles, ils m'ont fait part de l'existence d'un droit qui alliait à la fois l'informatique et le juridique. C'est ce jour-là que j'ai découvert notamment le métier du droit du numérique d'abord, le droit du numérique généralement. Et lors de mes recherches un peu plus poussées, des recherches un peu plus poussées, j'ai découvert notamment le métier de la protection des données personnelles, qui aujourd'hui est ma passion. Donc, le droit du numérique m'est tombé dessus, on va dire. C'était pas un choix, il m'est tombé dessus. Ok, et est-ce qu'aujourd'hui tu t'y plais? Bon, je m'y plais énormément, comme je t'ai dit, la protection des données personnelles, c'est une passion. C'est une passion, ça m'anime énormément. Le secteur d'activité est un secteur prometteur, dont je sais qu'il y aura beaucoup d'innovation dans ce secteur-là. Et les missions sont amenées à évoluer, donc je pense pas que je serai cantonné dans une routine professionnelle. Et aussi, il faut dire aussi que j'ai conscience d'un fait, et je pense que beaucoup de personnes ont aussi conscience de ce fait-là aujourd'hui, c'est que la donnée a plus d'importance même que de l'or, a plus de valeur que de l'or aujourd'hui. Donc, c'est un métier qui est vraiment, c'est un secteur d'activité qui est vraiment,
j'ai déjà dit prometteur, mais je veux dire, qui a beaucoup à offrir aussi. OK. OK, OK. Moi, je dirais que c'est vraiment quelque chose aussi que je découvre. Je savais Mhm. qu'il y a des data analysts, des data, c'est quoi là? DPO, tu as dit des Data data scientist aussi. oui, Ouais. scientist, protection officer. Mais je me Mhm. disais, OK, parce que c'est quoi la différence entre toi et la personne qui va juste faire 2 ans pour devenir un data analyst, un data protection officer comme je me disais, ça, c'est vraiment plus technique. C'est quoi la différence entre toi qui as fait du droit et la personne qui va juste faire un diplôme de 2 ans pour devenir, pour choisir l'une de ces voies? Alors, la différence, c'est déjà ma connaissance juridique, mon raisonnement juridique surtout. Il faut dire, comme tu l'as dit, Data Protection Officer, on voit beaucoup plus d'aspects techniques, mais aussi un aspect juridique aussi qui permet de voir une meilleure compréhension de la réglementation qui est en vigueur. Il faut dire que la protection des données personnelles est basée sur un règlement, sur les règlements RGPD qui est entré en vigueur en 2018, et aussi sur une loi d'informatique et liberté. Donc, ma connaissance juridique me permet d'avoir une meilleure analyse une meilleure analyse de la réglementation en question. Et aussi développer, comme tu l'as dit, aussi développer par la suite la compétence technique. Donc, c'est ça qui me différenciera de quelqu'un qui vient de notre secteur d'activité, mais ce métier ouvert à tous. OK. Et quels sont les autres débouchés qui peuvent peut-être intéresser un immigrant en France par rapport, qui tournent autour de droits numériques, comme d'autres débouchés, à part Data Protection Officers, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, la beauté du droit du numérique, c'est qu'il est tellement divers et varié. C'est par exemple, tu peux te spécialiser dans la propriété intellectuelle, tu peux te spécialiser dans la cybersécurité, tu peux te spécialiser dans le contrat, droit des contrats numériques, dans le contrat IT, comme on dit souvent, et aussi dans plein de domaines, blockchain. Donc, nous, on a eu à travailler sur à travailler sur la question de la blockchain. On a fait également tout ce qui était les, euh, bon, j'ai dit cybersécurité déjà. Euh, Mhm. En fait, tout le secteur de la technologie, les nouvelles technologies, en fait, tu vois, le droit du numérique, ça touche à vraiment l'ensemble des secteurs des nouvelles technologies. Et après, si tu as une appétence ou tu développes une passion pour un des secteurs, tu pourras te spécialiser dessus. Mais il y a tellement d'opportunités dans le droit du numérique, c'est divers et varié. OK. Et tu me disais quelque chose tantôt, que c'est pas seulement relié à Internet. Comme, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que on a tendance justement à associer ça uniquement à Internet parce que ça dit bien numérique. Donc, est-ce que tu peux me donner d'autres domaines où est-ce qu'il peut être appliqué? Alors, si je parle par exemple de la protection des données personnelles, il n'est pas simplement lié à Internet. C'est quoi? C'est que ça touche à tout l'ensemble, ça touche à toutes les données personnelles qui puissent exister, que ce soit sur Internet ou en version papier, par exemple. J'ai OK. pris un exemple simple, c'est euh, un acte de naissance. Un acte de naissance qui est en format papier contient énormément de données personnelles, tu vois. Ouais. Donc, nos actes de naissance, pour la plupart, se retrouvent dans des mairies. Donc, comment est-ce que les mairies mettent, quels mécanismes les mairies mettent en place pour pouvoir protéger ces documents-là qui contiennent la donnée personnelle? Tu vois qu'on n'est pas seulement dans la sphère du monde Internet, on est Oui. au-delà d'Internet, on est même dans le monde physique. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand on entend droit du numérique, c'est vrai qu'on pense directement Internet, mais ce n'est pas qu'Internet. Ben, c'est sûr que moi, je pense directement à Internet ou ben, tout ce qui concerne les réseaux sociaux et le commerce électronique, comme tu m'avais dit, par exemple, les, les litiges. Si peut-être tu Mhm. es une entreprise qui a fait des achats en ligne, des choses pareilles. Donc, je me disais que ça concerne uniquement Internet. Mais merci de nous éclairer là-dessus. Et je profite de cette occasion. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur ce que fait vraiment un Data Protection Officer et pourquoi tu as choisi cette spécialisation-là? Alors, je commencerai d'abord par te dire pour quelle raison j'ai choisi cette spécialisation-là. Donc, c'est une passion d'abord, c'est une passion. Oui. Et ça découle aussi d'un événement qui a été un peu privé, qui s'est passé, qui m'a incité à vraiment qui m'a vraiment motivé à protéger en fait des personnes vulnérables parce que j'associe celui qui partage sa donnée comme une personne, je considère celui qui partage sa donnée personnelle comme une personne vulnérable. Parce que lui, OK. quand il donne sa donnée personnelle, quand il transmet sa donnée personnelle à une entreprise ou je ne sais quelle autre personne, ou alors quelle autre entité,
il le fait en toute bonne foi. Sauf qu'il ne sait pas comment ces données sont traitées par la suite. Il ne sait pas que ces données seront commercialisées par la suite. Tu vois? Dans une Ouais. personne vulnérable. Moi, je les considère comme des personnes vulnérables. Et moi, j'ai cette envie-là de protéger ces personnes qui n'ont pas l'information. Donc, c'est l'une des raisons de mon choix qui m'a poussé à faire ce choix-là. Et est-ce que tu peux juste me répéter le En deuxième quoi volet de est-ce la que ça question? consiste vraiment, être Alors, en data quoi, protection officer? comme son nom le dit, protéger? D'abord, s'il fallait que je donne un nom, un mot pour pouvoir désigner le métier, c'est protéger. Maintenant, quoi ça consiste, c'est à mettre en place les mécanismes nécessaires pour assurer cette protection-là. Ça va être des mesures de sécurité, par exemple, le mot de passe fort, euh, notamment en collaboration avec les informaticiens. Ça va être aussi mettre en place des processus pour pouvoir encadrer en fait, les traitements des données personnelles. C'est Mhm. aussi procéder à des analyses d'impact, l'impact notamment d'un traitement qu'une entité effectue sur la donnée, sur la vie privée de la personne. Prenons un exemple simple. Disons que tu travailles sur un fichier qui détient énormément de données personnelles, notamment le handicap. Parce qu'il faut dire que le handicap est sérieusement protégé par la réglementation qui Mhm. contient des données sur le handicap d'une personne. Notamment, l'impact que ça pourrait avoir, c'est que si des entreprises, suite à une commercialisation de la donnée en question, si les entreprises tombent sur le fichier de cette personne-là et qu'elles voient qu'il est peut-être handicapé, ça peut être discriminant pour lui. Ça peut avoir un impact sur sa possibilité de trouver un emploi. Tu vois? Donc, Ouais. la mission du délégué, c'est justement penser de cette manière-là, se dire, mais si on met ce traitement en place, comment ça pourrait impacter? Quelles sont les conséquences que ça pourrait avoir sur la vie privée de la personne? Si, par exemple, un dossier médical sur une personne en situation de handicap est diffusé, quel impact ça pourrait avoir sur sa vie privée? Tu vois? Ouais. Donc, ça, c'est un des volets des missions du DPO. Autre chose aussi, c'est qu'il procède à une sensibilisation, tu vois. C'est aussi, comme tu le dis, c'est aussi une personne qui sensibilise, qui va notamment alerter, comme toi et moi, nous sommes en train de discuter, qui va alerter les personnes sur les enjeux liés à la protection des données. Moi, je pourrais te dire, bon, mais Daniel, tu sais que si tu ne protèges pas les données, voilà, elles sont susceptibles d'être commercialisées par des entreprises, tombent entre les mains des personnes malveillantes qui vont les utiliser, par exemple, pour procéder à une usurpation d'identité, tellement d'autres choses auxquelles on ne pense pas, mais qui sont étroitement liées. Ok. Et est-ce que tu penses que toutes ces mesures-là vont faire diminuer le scamming? Oui. Alors, diminuer, peut-être pas sur le court terme, mais sur le long terme, oui. Parce que, voilà, la mesure qui est très importante, c'est la sensibilisation. Pourquoi? Parce qu'elle va alerter, en fait. Elle va mettre l'idée dans la tête de beaucoup de gens et les gens ne procéderont plus à une diffusion de données personnelles comme on le fait. Aujourd'hui, nous, on a une facilité, je le dis parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé, d'inscrire ton nom, prénom sur une newsletter, je ne sais pas, ou alors sur un site, juste parce que tu vas accéder à une information qui te paraît importante, qui est importante pour toi à l'instant T. Sauf qu'on ne Oui. mesure pas les conséquences que ça peut avoir par la suite. Donc, comme tu l'as dit, on peut faire d'origine, on peut être sujet à des scammings, tu vois, tellement de choses. Donc, je pense que la protection des données sur le long terme va avoir un impact notamment dessus. Ça va permettre une diminution de ce procédé-là, de ce fléau-là. Ok. Et est-ce qu'il existe comme des avocats spécialisés en droit du numérique ou ça sera plutôt des avocats spécialisés en droit privé? Euh, qu'est-ce qui en est pour les avocats, par exemple? Alors, c'est plus des avocats spécialisés dans peut-être le droit privé. Mais après, tu auras par exemple des avocats spécialisés en contrat, droit des contrats Ok. IT, tu Mhm. vois, qui vont vraiment traiter du droit des contrats. Tu auras des avocats spécialisés dans la propriété intellectuelle. Mais dans mon métier, moi, je n'entends pas trop parler d'avocat parce que, comme je t'ai dit, il y a un métier spécifique qui a été mis en place, le métier de Ok. DPO, qui permet justement de pallier à ce métier d'avocat-là. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as déjà eu à faire des recherches du côté de l'Afrique, par exemple, pour savoir si c'est un métier porteur, comment est-ce qu'il se développe et est-ce qu'il a vraiment de l'avenir dans divers pays d'Afrique? Alors, j'ai déjà eu à faire des recherches. Je crois que j'étais tombé sur l'Afrique du Sud qui avait déjà pris la problématique, qui avait déjà pris le taureau par les cornes, qui avait déjà commencé à s'intéresser à la question de la protection des données personnelles. Après, je dirais que l'Afrique, c'est le futur marché, en fait. C'est le futur marché qui va vraiment intéresser les grosses entreprises. Tu Ok. vois, les grosses entreprises vont vraiment vouloir aller
trouver le maximum de données personnelles en Afrique. Parce que nous utilisons énormément de personnes utilisent Facebook, énormément de personnes utilisent les réseaux sociaux, mais sauf que sur ces réseaux sociaux-là, il y a de la donnée personnelle qui est récoltée, tu vois. Et donc, je pense qu'en Afrique, il y aura de nombreuses opportunités, mais il faut déjà que même les dirigeants prennent la problématique au sérieux, que les entreprises prennent la problématique au sérieux pour que ça se développe en Afrique. Ça se développe plus rapidement en Afrique, mais je pense que sur le long terme, ça finira par le faire. Ok, Ça parce que suffira. moi, je me dis que les Africains sont encore plus réticents, justement, à mettre leurs données sur... Même si tu dis que ça ne se rapporte pas seulement à Internet, on sait que la plus grosse partie du marché est reliée à Internet. Donc, je trouve Mhm. que ils sont encore un peu réticents, même parfois, à mettre leurs données sur Internet et tout. Donc, est-ce que tu nous dis que c'est, ben, j'ai pas envie de dire un mensonge, tout ce que Google, Microsoft, Explorer, tout ce qu'ils font là, genre, ils protègent nos données. Est-ce que tu nous dis que c'est du blablabla? Ben, en fait, là, là c'est une accusation directe, mais je dirais que forcément, c'est commercial pour eux. Tu vois, le chiffre d'affaires, c'est vraiment, ça a une très bonne et grande importance. Je dis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les experts disent que la donnée personnelle a plus de valeur que de l'or. Nos données personnelles ont plus de valeur que de l'or, d'après ce que les experts disent. Donc, Mhm. ce qui fait que même les géants d'Internet, notamment les GAFAM, s'intéressent de plus en plus. Si tu veux prendre un exemple tout simple, regarde les problématiques qui se posent avec Facebook. Regarde l'impact, par exemple, qu'il y a eu avec, sur la scène politique avec Facebook, la problématique de Facebook, qui a carrément influencé une élection présidentielle de par les données qu'ils ont récoltées, influencé le vote de certaines personnes de par les données qu'ils ont récoltées. Tu vois? Donc, c'est une problématique qui est sérieuse. Je pense que Facebook, comme on l'a dit, Google, ils nous disent qu'ils protègent nos données, mais au final, c'est eux qui commercialisent ces données. Ok, parfait. Alors, parlons maintenant du côté de l'entrepreneuriat. Comment est-ce que quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat dans ce domaine, je veux dire, est-ce que c'est comme tout domaine d'entrepreneuriat au niveau de la recherche des clients ou tu penses que si quelqu'un se lance en freelance dans ce domaine-là, est-ce qu'il peut vraiment, euh, comme, je veux dire, sans être salarié, est-ce qu'il peut vraiment s'en sortir? Alors, je dirais déjà pour répondre, tout départ, ça se passe comme tout métier d'entrepreneur. Forcément, tu auras de la recherche des clients à faire. Mais OK. sauf que je pense que la problématique se pose de plus en plus et beaucoup d'entreprises, il y a un besoin qui est naissant, grandissant plutôt. Tu vois, de plus en plus d'entreprises en ont besoin et ils n'ont pas forcément besoin d'un salarié, d'un DPO salarié chez eux, tu vois, interne. Comme on dit souvent, DPO interne sur le long terme. Parce qu'il faut dire que c'est un processus qui est mis en place. Tu vois, c'est un Ouais. processus qui peut être réalisé sur un court terme, c'est-à-dire peut-être 6 mois, 9 mois, ou alors même 3 mois, 4 mois. Ça dépend de l'importance de l'entreprise, ça dépend de l'importance du nombre de salariés que l'entreprise a. Tu vois, donc, si tu te lances à ton propre compte, tout ce qui va vraiment, ce dont tu as vraiment besoin, ce qui est vraiment capital, c'est l'expérience professionnelle. OK. Tu vois, c'est vraiment ce qui va jouer parce que c'est un métier de support. Tout métier de support nécessite beaucoup d'expérience parce que tu as mené à travailler en autonomie, tu as mené à interagir avec les autres, je vais dire quoi, comment, je sais quoi le terme, Comme diverses entreprises. euh, pas seulement des entreprises, je parlais même de tes collaborateurs internes, mais des différentes entités d'un groupe, par exemple. Tu vois. Je parle des OK. différentes entités du groupe ou alors même des différents pôles du groupe, on va dire. C'est pas le terme. Donc, ça nécessite vraiment que tu aies beaucoup d'expérience, que tu aies cette capacité de gestion de projet, que tu aies cette capacité de management en même temps, tu vois. Donc, ce sont des missions qu'on confie à quelqu'un qui a assez d'expérience professionnelle. Donc, la première chose qu'il faut vraiment avoir pour pouvoir se lancer en indépendant dans ce métier-là, c'est l'expérience professionnelle. Mais une fois que tu l'as, le marché est assez dense, le marché est assez ouvert, le gâteau il est encore très, 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 très gros. Donc, chacun peut encore se faire, on va dire, chacun peut encore faire son beurre, mais c'est pas le OK. terme. OK, fair enough. Ben, est-ce que vous avez comme, est-ce que des logiciels particuliers que vous utilisez dans votre métier? Ben, je demande juste parce que généralement, récemment, je veux dire, je m'intéresse pas mal à ça parce que moi, je suis dans les RH et parfois on a des postes en technologie, ouais, technologie ou les Mhm. IT, quelque chose comme ça, ouais.
Et c'est ça, je découvre beaucoup de nouvelles applications, beaucoup de logiciels. Et ça m'intéresse par contre. Est-ce que vous avez des applications, des logiciels spécifiques? Tu peux nous donner un exemple? Alors, tout à fait, on a des logiciels spécifiques qu'on utilise notamment pour la réalisation d'analyses d'impact. Tu vois. Oui. Par exemple, l'autorité de contrôle, la CNIL, ici en Europe, on parle de la CNIL. Elle a OK. développé des applications, tu vois, des applications, des logiciels qui te permettent de mettre en place une analyse d'impact. Par exemple, je peux te citer le PIA, euh, qui a été développé par la CNIL, qui permet de réaliser des analyses d'impact. Mais aujourd'hui, il y a des entreprises plus l'entité, ça dépend de l'entité, ça dépend de la taille de l'entreprise. Il y a des entreprises qui ont recours à des logiciels plus sophistiqués. Il y a d'autres entreprises qui n'ont pas forcément les mêmes moyens, qui recourent encore aux méthodes traditionnelles, c'est-à-dire Excel. Ouais. On va le faire sur Excel Word à l'ancienne. Mais dans le métier, c'est vrai qu'on a de plus en plus recours à des logiciels. Mhm. Surtout qu'aujourd'hui, Excel, mon Dieu, moi, I cannot keep up. Excel aussi, ça se développe, hein, ça se développe vraiment. Mhm. Il y a des Mhm. fonctions qui naissent chaque jour, là, ça se développe beaucoup. Exactement. Donc, ben, je pense que ça fait le tour pratiquement de notre interview. J'étais vraiment curieuse de savoir, parce qu'ici, j'ai grandement entendu parler des Data Protection Officers, analysts et tout ça. Mais moi, je connaissais juste le domaine technique, la partie technique. Comme c'est ça, tu vas juste faire 2 ans et tu vas avoir un certificat. Il y a même des certificats comme Google, ils offrent même des certificats d'1 an aujourd'hui. Mhm. Oui, tu fais ça et puis bon, maintenant travailler pour Google, c'est autre chose. Ok, est-ce que tu as une entreprise phare pour laquelle tu aimerais travailler en tant que Data Protection Officer? Euh, Mon objectif peut-être final, ce serait d'intégrer une autorité de contrôle. Parce que là, tu es vraiment, dans intégrer une autorité de contrôle, tu n'es pas juste là pour la mise en place du processus, tu es un décideur, en fait, de ce qui va se mettre en place dans les entreprises. Tu Ok, vois? on ne connaît pas tous les termes techniques. En quoi ça consiste une Voilà. unité de contrôle? Bon, c'est un peu comme un gendarme. C'est celui qui va venir vérifier si la réglementation est mise en place. Tu vois? Donc, si on prend par exemple, c'est comme le marché financier, tu as un gendarme qui va venir vérifier si toutes les règles du marché financier sont bien appliquées, s'il y a une entreprise qui ne n'use pas je sais pas, d'un procédé illégal pour pouvoir dominer le marché. Mais chez nous, c'est un peu pareil. C'est que tu as la CNIL, qui est une autorité de contrôle qui va venir chaque fois, elle va décider peut-être une entreprise, décider que, Mhm, bon, moi, je vais vérifier tel secteur d'activité pour voir si la réglementation est mise en place, ou alors parce qu'elle a reçu des demandes de la part des personnes concernées, comme on dit souvent, des personnes dont les données sont traitées. Par exemple, toi, Daniel, tu as envoyé tes données chez Google, tu estimes que bah, tu veux que Google supprime tes données. Sauf que tu fais une requête auprès de Google, tu dis, moi, je voudrais que mes données soient supprimées, mais tu te rends compte que Google ne te répond pas. Sauf qu'il y a un cadre légal. Google est obligé de te répondre dans un certain délai. Sauf que Google ne t'a pas répondu dans ce délai, tu as la possibilité de saisir l'autorité de contrôle. Tu vois, ok. elle va se dire, après ta saisie, ou alors après plusieurs saisies tout concernant Google, elle va se dire, bah, nous, on va aller faire une vérification pour voir si Google met vraiment en place le mécanisme RGPD. Tu vois. Et Mhm, elle va aller vérifier en tant que gendarme, elle va demander l'ensemble des documents nécessaires. Et si elle se rend compte que Google n'est pas en conformité, elle va la sanctionner. Tu vois. Donc, tu vois que c'est cette autorité-là qui va mettre le mécanisme en place, comment il va être appliqué dans les entreprises. Donc, en intégrant une équipe comme celle-là, en intégrant une entité comme celle-là, tu es décideur, en fait, de ce qui se fait, de ce qui se fait dans les entreprises. Tu orientes, en fait, le process. ok, mais les autorités de contrôle dépendent de qui? Genre du gouvernement. Ou plutôt elles sont rattachées au gouvernement? Non, Ou justement, est-ce qu'elles peuvent être indépendantes? elles sont indépendantes, justement, c'est l'avantage, parce que même l'État est contrôlé. Donc, même l'État est contrôlé par ces autorités de contrôle. Elles sont vraiment indépendantes. Ok, et c'est quoi le processus, le parcours que tu auras fait pour être une autorité de contrôle? Alors, je ne serais pas pour intégrer ou pour être une autorité, je ne serais pas une autorité de contrôle, je vais intégrer une autorité de contrôle. Ok, L'autorité de contrôle a déjà intégré. été désignée. Elle a déjà été désignée. Elle a un nom, elle est connue, en fait, tu vois. Ok, Donc, ce sera juste intégrer l'autorité de contrôle. C'est de l'expérience professionnelle, tu fais tes preuves sur le marché et tu fais une demande. Tu postules, tout simplement. ok. Donc, les autorités de contrôle sont indépendantes. Totalement. C'est ça, tu peux pas créer la tienne. Non, c'est Ok, légal, c'est fondé sur un règlement, tu peux pas créer la tienne. ok, mais c'est ça que je voulais comprendre comme même si l'État
je veux dire, même si l'État est aussi réglementé par ses autorités de contrôle, qui vous paye? Bah, qui nous paye, c'est... Comment je peux te dire ça, en fait? C'est un peu comme la justice. La justice est bien, mais la justice est indépendante. Mhm. La justice est indépendante. Mais elle est bien payée par quelqu'un. On ne sait pas qui, mais elle est bien payée par quelqu'un, mais elle est indépendante. Donc, c'est un peu pareil pour l'autorité du contrôle. Ce sont des gens qui travaillent sur un sujet qui touche tout le monde. C'est pas l'État n'est pas privilégié dans ce cas-là. Tout le monde est concerné, même l'État peut se faire contrôler. Aujourd'hui, tu as carrément, en France, tu as des collectivités territoriales qui ont été sommées de mettre en place la réglementation nécessaire. Je te parlais de mairie tout à l'heure. C'était pas anodin. C'est parce qu'il y a des collectivités dans les mairies ici qui ont été sommées de se mettre en conformité avec la réglementation. C'est pour te montrer qu'aucune personne, aucune entité n'est épargnée. Dès lors que tu fais du traitement de données personnelles, tu es concerné. Donc, toi, ton rêve, c'est pas de travailler pour Microsoft ou pour Google. Travailler pour Microsoft, ce serait aller à l'encontre de certaines de mes valeurs. C'est clair, sur le plan salaire, financier, c'est plus intéressant, on va pas se mentir. Mais au final, tu travailles pour ceux pour qui on a mis la réglementation, en fait. Ceux contre Ouais. qui on a voulu mettre la réglementation. Donc. Parce qu'on a vu que les GAFAM, ils amassaient un très, très gros volume de données personnelles. Facebook, tu n'imagines pas quel volume de données personnelles ils détiennent. Donc, c'était pour justement limiter cette émergence folle de ces GAFAM-là qu'on a mis cette réglementation en place. Qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en train de prendre le même type de réglementation que le Canada est en train de prendre le même type de réglementation. C'est justement pour freiner l'émergence continue de ces GAFAM-là. Donc, travailler pour eux, c'est vrai que ça me mettra à l'aise financièrement. Mais je serai obligé d'aller à l'encontre de mes valeurs. Ah, c'est vrai. Mais si ces autorités de contrôle existent, par exemple, avec le boom qu'il y a eu avec Facebook, là, s'ils n'ont pas pu limiter jusqu'à présent, c'est quoi en quoi ils sont décideurs? C'est quoi leur Alors, en fait, ils sont là pour dissuader. D'abord, c'est une autorité d'accompagnement d'abord. Il faut dire que la réglementation elle est assez récente. Donc, tout le monde ne comprend pas la réglementation, elle date de 2018. Il a fallu un temps d'adaptation pour les entreprises, il a fallu un temps pour pouvoir mettre le process en place. Tu vois? Mhm. Et au départ, c'était un rôle d'accompagnateur. Aujourd'hui, elle n'est plus dans le rôle d'accompagnateur. En 2022, elle est plus dans le rôle de sanction maintenant, parce qu'elle estime que les entreprises ont déjà compris, doivent déjà avoir compris le règlement en question. Donc, elle est plus dans un rôle de répression aujourd'hui. Tu vois? Par exemple, Google, là, en Irlande, Google a été amendé, je crois que c'était une amende, je ne sais pas de combien de millions. Non, Instagram, autant pour moi. Tu pourras regarder si tu veux, tu vas sur le site de la CNIL, tu vas voir, il y a des sanctions qui ont été prononcées. Instagram a été amendé il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est une amende de plus d'un million, je crois, d'euros. Mhm. Tout est dit qu'aujourd'hui, les autorités prennent la question au sérieux. Bon, prennent la question au sérieux. Elles estiment qu'il est temps aujourd'hui de sanctionner maintenant. L'heure de, l'heure de la pédagogie est finie. Bonjour la sanction maintenant. OK. OK. Merci beaucoup pour ces informations. Maintenant, quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui nous regarde? Parce que je dois te dire, la plupart des personnes qui nous regardent, par exemple de l'Afrique, ne veulent pas faire de longues études. Donc, quelqu'un qui ne veut pas forcément partir en droit, mais qui veut être Data Protection Officer. Quelle formation en général il peut faire? Est-ce que s'il fait juste informatique ou les différentes spécialisations de l'informatique, est-ce que tu penses qu'il peut facilement être Data Protection Officer? Évidemment, on l'a dit tout à l'heure, en plus, tu l'as bien dit, Yoga. même les RH peuvent l'être. On l'a dit tout à l'heure, c'est un métier qui est ouvert à tout le monde. C'est vrai que quand tu as une appétence, tu as une compétence informatique ou juridique, c'est un plus, mais c'est pas un frein non plus. OK. Donc, ce qui peut vraiment ce qui te distingue vraiment, c'est la passion et la compréhension de la réglementation. Tu vois? Mhm. Donc, aujourd'hui, toute personne qui est passionnée par la question de la protection des données personnelles, parce qu'il faut être passionné aussi, ça, il ne faut pas se mentir, toute personne qui est intéressée par ce sujet-là a la possibilité de pouvoir devenir Data Protection Officer, même s'il vient de tout type de formation RH, informatique, juridique. Mais aujourd'hui, en plus, tu l'as dit, il y a des certifications qui se développent, donc tout le monde Mhm. peut le faire. Il ne faut pas forcément de longues études pour le faire. Ouais. Ce serait mentir. OK. Merci beaucoup, 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 André, pour tous ces détails. Vraiment, si vous nous regardez et que vous aimeriez faire une carrière dans tout ce qui concerne la protection des données et vous ne savez pas forcément ben, si c'est peut-être du côté de la France ou du Canada,
Je me ferai un plaisir de vous donner des informations du côté du Canada et je demanderai à mon ami André quelles sont les filières et peut-être les universités les plus recommandées. On n'a pas le temps de parler des universités les plus recommandées pour faire cette formation-là maintenant. Mais si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser dans la barre des commentaires. Et bien sûr, ça me fera un plaisir de partager. Bien évidemment, il est abonné, donc s'il a le temps, il pourra répondre ou je vous mettrai la réponse en commentaire. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. C'est un plaisir. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci de continuer à partager, à liker. Et André, est-ce que tu avais un dernier mot? Je te remercie déjà pour cette invitation-là. Je te remercie pour de m'avoir invité dans cette émission. Et c'est toujours un plaisir de voir la communauté africaine se développer et d'avoir des jeunes qui ont des initiatives comme la tienne. Beaucoup de courage dans ce que tu es en train d'entreprendre. Merci beaucoup, merci pour l'encouragement. Euh, il est le premier invité et il ouvre la porte à de nombreux invités de qualité qu'on aura par la suite. Merci à tous ceux qui m'encouragent. Comme je l'ai dit, on se retrouve dans les commentaires et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. All right.